Nous allons maintenant passer à notre premier conférencier pour aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un géant dans le domaine de la santé pédiatrique. C'est Dr. Zulfikar Bhutta qui va se joindre à nous ce matin. Il est co-directeur du Centre pour la santé des enfants mondial à Toronto, au Canada. Il est également le fondateur de l'Institut de santé maternelle enfant et il travaille également au niveau universitaire. Il a également toutes sortes d'affiliations dans différentes régions. C'est un expert dans les travaux de recherche néonatale, santé maternelle, et il a grandement contribué à faire avancer la santé pédiatrique et il a reçu le prix AHMI de 1921 et il a également reçu une récompense Santé mondiale du Canada, qui est une des récompenses les plus prestigieuses dans ce domaine. Et donc, je vais maintenant donner la parole au docteur Bouta qui va nous parler de l'impact du changement climatique sur la santé des enfants dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner la possibilité de prendre la parole aujourd'hui et de parler de points qui concernent toutes sortes de communautés qui travaillent dans le secteur de la santé infantile dans le monde. Et j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui des impacts du changement climatique sur la santé des enfants. Et je vais également parler de questions qui dépassent toutes les frontières, toutes les limites et concernent plus particulièrement les enfants. Alors, ce que je vais aborder pendant les 20 minutes qui viennent, eh bien, c'est le rôle du climat, du changement climatique, plus particulièrement pour ce qui est du réchauffement planétaire. Je vais également parler des conséquences et de l'impact du changement climatique. Je vais parler des effets sur la santé maternelle et des nouveau-nés, les impacts sur les enfants et leur santé, leur nutrition. Je vais également parler de certains éléments de preuve en provenance du Pakistan. Et ensuite, je vais donner quelques idées quant à la façon dont nous pouvons agir, nous, en tant que communauté de praticiens. Alors, tout d'abord, le climat. Dans le contexte d'une période plus longue, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Quand on parle de changement climatique, généralement, on parle de durée qui s'étendent sur des siècles, si ce n'est plus. Et on regarde ce qui s'est passé les dernières 14 000 années. Eh bien, il y a eu quelques éléments de réchauffement. Les choses ont ensuite été plus stables au cours de 9 000 ans. Et puis ensuite, au cours des 100 dernières années, eh bien, on a vu un réchauffement plus rapide. Quelques photos ici de ce glacier le montrent. Donc des glaciers qui ont disparu, qui ont été remplacés par des lacs. Et cela peut représenter une crise dans certains endroits. Et cette disparition des glaciers, en fait, constitue une crise. Moi, je viens du Pakistan. C'est là qu'on a le plus grand nombre de glaciers dans le monde. 7 000 glaciers dans le pays sont en train de fondre. Et cela aura des répercussions existentielles sur un grand nombre d'habitants. Lorsque l'on parle de changement climatique, ce qui nous préoccupe, c'est l'effet de serre, qui est dû à une accumulation de CO2, donc le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Et cela, normalement, euh, aggrave l'effet protecteur que nous avons normalement grâce à l'atmosphère, parce que l'atmosphère empêche la Terre de trop se chauffer. Cela permet de mieux réguler les changements de température au niveau de la surface de la Terre. Et ce réchauffement donc, peut avoir également des répercussions sur la température des couches souterraines. Alors, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, eh bien, on voit que depuis 1950 et aujourd'hui, eh bien, la croissance est exponentielle. Et les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites au cours de la dernière décennie. Cette année, qui n'est pas encore terminée, a eu les températures records jamais observées, notamment en Asie du Sud-Est. Alors, cela est important, non seulement pour l'impact au quotidien, mais aussi pour l'impact sur les événements extrêmes. Donc, ce changement de température entraîne également un changement de l'autre courbe, un décalage de l'autre courbe, celle qui concerne les événements de chaleur extrême.
Et cela a également des répercussions sur les événements des froids extrêmes. Alors, sur la durée, eh bien, tout cela a des répercussions sur un grand nombre de nos réservoirs d'eau. Donc, il y a les glaciers qui fondent de plus en plus, mais il y a aussi du fait de ces modifications de température atmosphérique et autres, eh bien, on voit une augmentation des précipitations dans un grand nombre de régions du monde. Cette année, dans certaines régions du monde, nous avons vu des pluies records, des choses que nous n'avions jamais vues par le passé. Rien qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, eh bien, alors bon, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas forcément le pays qu'on associe au changement climatique, mais en fait, autour de la mer Rouge, nous avons vu des précipitations records 400, 500 millimètres d'eau en 24 heures. Donc, ce genre de choses se produit sous nos yeux, les schémas changent, les précipitations changent, euh, que d'un côté et de l'autre. Mais ce qui nous préoccupe le plus, eh bien, ce sont ces événements de chaleur extrême. Alors, ici, c'est un exemple de chaleur extrême qui peut se produire dans certaines circonstances, notamment dans les populations largement peuplées et à forte densité de population. Donc là, on voit qu'une haute pression dans l'atmosphère peut créer un dôme qui, sur une certaine période de temps, pour une population particulière, peut augmenter le niveau de température. On voit ça notamment dans les zones urbaines, par exemple dans l'Asie du Sud, dans les mégalopoles. On a des semaines et des semaines de chaleur extrême, une chaleur qui ne s'en va pas. Alors, de quelle façon le climat peut-il impacter la santé? Eh bien, de plusieurs façons, de façon directe et indirecte. Donc, l'impact direct, comme je vous le disais, fonte des glaces, augmentation des inondations, et également disparition de certains cours d'eau et de certaines nappes. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe sous nos yeux. Et il y a aussi les catastrophes liées à la fonte précipitée des glaces. Et donc, ce genre de choses se sont produites au cours des 10-15 dernières années. Maintenant, pour ce qui est des effets indirects, eh bien, ce sont les impacts sur les parties souterraines, l'utilisation de l'eau, l'agriculture, etc., mais également la qualité de l'air. Et c'est quelque chose qui commence à se produire dans un grand nombre de parties du monde. Par exemple, les particules fines peuvent s'accumuler dans l'air du fait de la pollution, de l'augmentation de la température. Alors, il y a également des mouvements de population, des migrations, des impacts sociétaux, augmentation du niveau de pauvreté. Donc, tous ces éléments sont incroyablement importants. Mais ce qui nous préoccupe également, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, ce sont les impacts directs et indirects. Certains de ces impacts sont visibles, on les voit, euh, avec l'augmentation des températures, augmentation du niveau de CO2, augmentation des inondations et tous ces impacts que vous voyez tels que météo extrême, pollution de l'air, alimentation en eau. Donc tout cela, ce sont des conséquences du changement climatique. Et cela peut entraîner une augmentation des maladies vectorielles, mais aussi des taux plus élevés d'allergies respiratoires, d'asthme, chez un grand nombre de personnes, la malnutrition et différents types de maladies. Il y a également des liens avec les migrations forcées, les conflits dans la société civile, dans la Corne de l'Afrique, par exemple. Eh bien, on voit un impact réel du changement climatique sur certaines populations. Il y a des déplacements de population, donc, et également des répercussions sur différents types de services de santé. Ces dernières années, nous avons vu ces quatre crises confluer les unes vers les autres. Alors, tout d'abord, le Covid, le changement climatique, le coût de la vie et également le conflit. Donc, la confluence de ces différentes crises dans un grand nombre d'endroits, eh bien, ont des répercussions considérables sur la santé humaine. Certaines de ces conséquences sont plus subtiles. Ce sont les impacts que l'on constate sur la santé mentale, sur certaines des questions que se posent les jeunes, les problèmes auxquels sont confrontés. Bien, et ils ont le sentiment que, en fait, ils vont hériter d'un avenir qui sera inhabitable, mais aussi qui ne leur donnera pas la même qualité de vie que celle dont ont bénéficié un grand nombre de leurs prédécesseurs.
Et même on sait qu'un grand nombre de schémas de migration dans le monde étaient associés à ce genre d'effet. Alors, j'en parle parce que l'impact du changement climatique et l'aspect égalité entre hommes et femmes ne sont pas nécessairement reconnus. Il y a aussi la santé mentale, le stress, l'anxiété, la probabilité euh, de subir également un stress post-traumatique dans un grand nombre de cas. Alors, la question, est-ce que c'est important? Alors, c'est important dans le contexte non seulement du développement mondial, des termes monétaires, mais aussi en matière de santé. L'OMS estime qu'entre 2030 et 2050, donc en 20 ans, on pourrait avoir 250 000 décès supplémentaires provoqués par la diarrhée, la menstruation, le stress sur la santé, le paludisme. Et cela pourrait coûter entre 2 et 4 milliards de dollars. Et là, on parle des coûts liés aux soins de santé. Mais si, vous voyez, on ajoute tous les impacts du changement climatique, les catastrophes naturelles, telles que les inondations surtout, mais ça peut être d'autres catastrophes géophysiques, eh bien, d'un seul coup, si on ajoute tous ces chiffres, on arrive à des milliers de milliards de dollars. Et les catastrophes euh, ont tué en 2017, donc entre 1998 et 2017, environ 1,3 million de personnes. Et on envisage un montant de 2 à 3 milliards de dollars. Alors, on a entendu parler de la Californie, on a entendu parler du Canada, mais la réalité, c'est que la plupart des pays qui sont impactés par le changement climatique sont des pays à bas revenus. Et là, les effets du changement climatique sont également démultipliés par le manque d'infrastructures, par le manque de possibilités pour atténuer ces changements, donc pour pouvoir permettre aux communautés de s'adapter également. Et vous voyez ici sur le graphique que le fardeau de cet impact est ressenti de façon disproportionnée dans les pays à bas et moyens revenus, qui représentent environ 60% de la population mondiale impactée par le changement climatique. Alors, comment vous donner un exemple? Mon pays d'origine, oui, prenez le Pakistan, donc l'Asie du Sud-Est, a connu les périodes les plus chaudes cette année, en 2022. Les températures moyennes dans des zones rurales ont dépassé 45 degrés, 50 degrés pendant des semaines. On ne peut même pas travailler. Encore, même rien que respirer, c'est difficile. Et ça a des conséquences directes. Ça a eu des changements sur le schéma de la mousson. Et en peu de temps, eh bien, on a eu des précipitations d'eau dans certaines régions du pays, des quantités d'eau incroyables, alors que les mois précédents, eh bien, c'était la sécheresse. Et un tiers de la population au Pakistan a été impacté par le changement climatique. Et sur le plan géographique, on parle d'une zone assez conséquente. 33 millions de personnes ont été touchées directement, 6 millions d'enfants et environ 1700 décès d'enfants. Alors, vous voyez bien de quelle façon les répercussions sont encore plus fortes pour les femmes et les enfants. Et là, je ne parle même pas de l'infrastructure détruite. 16 000 écoles ont été détruites au Pakistan. Et le coût net de tout cela, eh bien, au moins 40 millions de dollars. Et le pays a essayé d'obtenir une aide auprès du FMI. Donc, on parle de milliards de dollars, hein, pas de millions. Donc, il s'agit véritablement d'une catastrophe. Alors maintenant, quel est l'impact sur les femmes et les enfants dont j'ai parlé tout à l'heure? Eh bien, il y a un grand nombre de revues systématiques qui disent que les femmes enceintes sont vraiment très exposées au changement climatique du fait de la physiologie, mais également du fait de leur exposition. Parce que souvent, les femmes, eh bien, dans ce genre de contexte socio-économique, elles n'ont pas le choix de travailler ou de ne pas travailler. Elles doivent aller travailler dans les champs qui sont souvent dans les parties les plus chaudes du monde. Les femmes, ce sont aussi les personnes qui vont chercher de l'eau. Et on ne peut pas aller chercher de l'eau dans le noir, et donc elles sont exposées à la chaleur. Et si elles sont enceintes, eh bien, leur degré d'exposition est encore démultiplié par le fait justement qu'elles sont enceintes. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un effet direct de la chaleur sur
la physiologie, sur le transfert d'énergie. Il y a un risque de prééclampsie, mais il y a également un impact sur le stress, la santé mentale et les répercussions indirectes, la malnutrition et les infections vectorielles. Donc, plusieurs études ont montré que l'exposition à ces chaleurs extrêmes augmente le risque de faible poids à la naissance et de mauvaise croissance. Et on le voit ici sur le graphique. Donc, sur l'axe des Y, vous voyez que l'augmentation de la température entraîne une diminution du poids à la naissance. Et cet impact et le plus fort encore, chez les femmes, sans domicile. Donc voilà, ce sont les plus pauvres qui en ressentent les impacts les plus forts. Ici, c'est une méta-analyse, concernant, l'Afrique. Si on regarde les taux de prématurité et l'exposition à la chaleur extrême, on voit qu'il y a une augmentation significative de ce naissance prématurée, comme on le voit sur le graphique 1,04 à 1,05 pour chaque degré supplémentaire de la température. Et ça peut avoir un chiffre, une répercussion assez considérable de nos populations. Alors, cela est dû à l'impact de la chaleur extrême sur la physiologie et le fait que, en fait, surtout en cas de grossesse, eh bien, on est plus sensible à la déshydratation, entre autres. Alors, le résultat final, c'est que cela impacte non seulement la santé maternelle pendant la grossesse, mais aussi la santé des nouveau-nés. Ces nouveau-nés sont petits ou naissent de façon prématurée et les répercussions peuvent s'étendre bien au-delà de la naissance, pendant la petite enfance, et cela peut également entraîner une hausse de la mortalité et également avoir des conséquences sur le développement euh, neurodéveloppemental. Et c'est un stress supplémentaire pour les femmes. Donc, c'est un l'ajout de différentes manifestations, pas uniquement la chaleur. Si vous êtes euh, impacté par la pollution à l'intérieur et à l'extérieur, cela peut augmenter le risque de mort-né ou de naissance prématurée ou de petits poids à la naissance. La pollution de l'air est associée à des naissances prématurées, environ 2,7 millions de naissances. Donc imaginez-vous, une femme pauvre dans une partie pauvre de l'Asie du Sud et elle doit vivre à l'intérieur et l'air intérieur est pollué, mais si l'air extérieur est pollué lui aussi, eh bien là, on ne fait que démultiplier les risques et là, on voit quels sont les effets indirects du changement climatique sur la grossesse et sur les naissances. Les impacts sur les nourrissons et les enfants sont également bien documentés. Il y a les effets directs et indirects. Alors, en direct, eh bien, ce sont les catastrophes naturelles, par exemple, différentes maladies. L'impact de El Niño sur les diarrhées de l'enfant sont bien établis. Et on a toutes sortes de preuves sur l'impact magnétique sur les nourrissons. Il y a des études également réalisées en Europe. Ici, des données provenant de Catalogne. On a estimé que pendant les saisons chaudes de 1983 à 2006, donc pendant les périodes de chaleur extrême, eh bien, une augmentation de 50% de la mortalité périnatale. Et on a établi un lien très étroit avec ces événements de chaleur extrême, parce qu'on a des données solides. L'OMS et l'UNICEF estiment que jusqu'à 88% du fardeau actuel des maladies sont liés au changement climatique et concernent les enfants âgés de moins de 5 ans. Alors, 1 milliard d'enfants sont à risque extrême de subir les impacts du changement climatique. Alors, il y a aussi le risque de catastrophes naturelles qui s'ajoutent, telles que les inondations ou autres. Et il y a un grand nombre d'enfants qui vivent également dans des conditions de sécheresse extrême, telles qu'en Somalie en ce moment. Donc, cela entraîne des famines, des déplacements de personnes, des réfugiés, et l'impact sur les femmes et les enfants est visible pour toute personne qui aura vu les images provenant de la région. Alors, je vous ai déjà donné un chiffre tout à l'heure, je vous dis ce qui se passait pour la période 2030 à 2050, et rien qu'en 2030, l'OMS estime que nous irons
entre 77 000 et 131 000 décès supplémentaires chez les enfants. Donc des enfants impactés par le changement climatique. Alors j'aimerais vous parler brièvement de quelque chose qui est intéressant également. Eh bien, c'est la nutrition. Il y a beaucoup de circuits alimentaires qui sont impactés par le changement climatique. Alors, impact sur l'approvisionnement en eau, les cultures, et cela réduit la sécurité alimentaire pour les populations. Cela a été documenté année après année. Ce que l'on sait, pour ce qui est des chiffres, c'est que la corrélation entre la sécurité alimentaire et les décès supplémentaires d'enfants du fait de la malnutrition sont très bien connus et reconnus. Alors, ce qui a été modélisé, eh bien, c'est l'impact des répercussions à long terme donc de cette insécurité alimentaire. Et l'Agence européenne pour l'environnement a pu nous donner des chiffres, donc des projections concernant l'impact sur les rendements agricoles et les risques de retard de croissance supplémentaire chez les enfants. Alors, je peux vous donner des chiffres hein, parce que nous avons travaillé sur cette question au Pakistan récemment. Si on regarde le Pakistan, alors on a les taux moyens de précipitation, par exemple. Donc, on voit réduction des précipitations vers le sud du pays. Si vous regardez les volumes moyens dans le sol, teneur en eau, et vous voyez également un impact sur la sécurité alimentaire du fait de l'augmentation de la température et des différents changements liés au réchauffement climatique. Alors la question qui se pose est-ce que c'est important? Est-ce que cela contribue à la mauvaise nutrition des enfants? Avec ce modèle, eh bien, nous avons ajouté tous les facteurs de risque pardon, connus. Et on voit qu'il y a une corrélation claire, par exemple, avec le score HAZ, donc amélioration de l'économie, éducation maternelle, amélioration de la sécurité alimentaire, et la croissance s'améliore également si votre taille à la naissance est plus élevée. Maintenant, si on regarde les autres paramètres, donc augmentation de la température moyenne, la teneur en eau, et là, sur ce modèle, on voit bien que l'impact est négatif sur la croissance des enfants. Donc, il y a non seulement les éléments à court terme, tels que l'insécurité alimentaire, mais également les impacts à long terme liés au changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question de responsabilité collective et de plaidoyer. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui. Quel est le rôle que les pédiatres, les associations de pédiatres et les ONG peuvent jouer, telles que MSF? Eh bien, il est important de montrer l'exemple. Du fait de l'impact disproportionné sur les enfants, nous devons tous nous exprimer haut et fort et agir, même si nous ne sommes pas des experts. Nous devons vraiment bien comprendre quelles sont ces conséquences et en parler à chaque fois que c'est possible. Je pense que nous pouvons tout à fait adopter des stratégies pour réduire l'empreinte carbone de nos organisations respectives. Et je pense que nous avons tout à fait la possibilité également d'adopter des technologies et des processus qui vont réduire les déchets et également augmenter le verdissement, euh, l'impact que cela a de façon indirecte sur le changement climatique. Alors, je crois que il- la question et bien de savoir que, bon, d'accord, on a besoin de faire beaucoup plus à l'échelle mondiale, mais nous, à notre niveau, nous pouvons faire beaucoup en termes d'atténuation. Et j'aimerais vous montrer où nous pouvons travailler ensemble pour travailler davantage sur les preuves et ce que nous pouvons faire pour les enfants et les femmes dans le monde. Alors, voilà ce que j'ai fait avec mes collègues. Quelles sont les interventions qui peuvent réduire certains des impacts du changement climatique au niveau des populations? Et devinez quoi? Qu'il s'agisse des risques liés au climat, les interventions, les différents domaines, les différents problèmes, eh bien, là où on a le moins de preuves, eh bien, ça concerne la grossesse, la naissance. Et je suis là pour essayer d'améliorer ces preuves, l'acquisition de ces preuves grâce à l'innovation, la recherche opérationnelle,
en apprenant davantage, en faisant plus encore pour améliorer la résilience au niveau des populations. Donc, très clairement, les travaux de recherche sont importants pour voir quelles sont les interventions peu onéreuses qui peuvent permettre d'atténuer les effets sur la santé. Et il ne faut pas simplement attendre que les différentes COP trouvent des solutions. Ça va se produire, ça devrait se produire. Mais les pauvres de ce monde ont besoin d'action dès aujourd'hui. Et ce sont les types d'innovations dont je vous parlais, des innovations à bas coût qui permettent d'améliorer la situation de ces personnes. Nous devons également nous concentrer sur différents domaines. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes enfants, des nourrissons, et c'est là qu'on a peu d'informations, peu de documents. Et la chose vaut également pour les personnes âgées, notamment dans les contextes à bas revenus. Donc, il faut se pencher sur la question des inégalités, également les questions de la santé mentale, et il faut également améliorer la nutrition grâce à l'innovation. Pas simplement en se concentrant uniquement sur les traitements des enfants. Donc oui, évidemment, le traitement, c'est important, mais il faut aussi travailler sur le plan de la prévention, et ce, dans les différentes régions dans lesquelles nous sommes présents. Donc, je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions au moment de la session questions-réponses. Merci beaucoup.